Bonjour à tous. Merci pour l'introduction, Dr. Trudeau. Nous sommes très heureux de recevoir Dr. Patrice Chrétien-Reimer pour nous parler de dyslipidémie aujourd'hui. Donc, le Dr. Reimer est interniste général à l'hôpital Honoré-Mercier. Il a complété un baccalauréat en biologie à l'Université McGill avant de compléter son doctorat en médecine à l'Université de Montréal, ainsi que sa formation de résidence en médecine interne à l'Université de Montréal. Il s'occupe de l'enseignement clinique auprès d'externes et de résidents en médecine. Il a un intérêt particulier pour les maladies thromboemboliques et les maladies vasculaires artérielles ainsi que leurs facteurs de risque. Et il a également un intérêt pour les maladies inflammatoires, auto-immunes et systémiques. Il est membre actif et vice-président de la SSVQ et c'est un plaisir aujourd'hui de l'avoir avec nous. Bonjour à tous, merci pour l'introduction. Alors aujourd'hui, on va s'entretenir d'une nouvelle ère dans le traitement de la dyslipidémie. On va baser cette conférence que je donne aujourd'hui sur les recommandations de la CCS, mais j'essaierai d'y rajouter des commentaires éditoriaux intéressants, des interprétations, ainsi que certaines études intéressantes qui ne sont pas mentionnées spécifiquement dans les recommandations que j'ai mentionnées plus tôt. Je déclare aucune affiliation ou intérêt financier en lien avec cette présentation. Donc, qu'est-ce qu'on m'a donné comme objectif aujourd'hui? C'est le comité de la relève, donc un comité formé d'étudiants de plusieurs domaines de la santé au sein de la SSVQ qui m'a demandé de parler de dyslipidémie. On m'a orienté en me donnant quelques objectifs, donc sélectionner les indices lipidiques à privilégier dans le dépistage et le suivi d'une maladie de dyslipidémie. On m'a demandé de parler particulièrement de la lipoprotéine A et du score calcique des artères coronariennes. Et on m'a demandé aussi de parler de traitement, particulièrement des molécules non statiniques là, pour le traitement de la dyslipidémie. Comme j'ai dit, je vais grandement baser cette présentation-là sur les guides de la CCS et leurs amendements les plus récents. Et mon objectif était vraiment de faire une présentation qui était concrète, pratique et aussi vous donner une série de diapositives que vous pourrez utiliser en référence lors de votre pratique clinique au quotidien. Je vous présente donc le menu de la présentation d'aujourd'hui. Je vais la suivre de manière linéaire et j'espère que ceci sera utile et intéressant pour vous. Alors, on va commencer par parler du dépistage et du diagnostic de la dyslipidémie. Ce soir, on parle bien de dyslipidémie athérogène et non d'hypertriglycéridémie, là, qui est un sujet complètement séparé. Donc, pour commencer, quelles sont les conditions qui nécessitent la considération d'un traitement avec statine d'emblée? C'est assez facile. Le diabète, l'insuffisance rénale chronique plus ou moins avancée, la maladie vasculaire avérée ainsi que la maladie aortique. Mais ça, c'est facile. Quand les gens ont ces pathologies-là, il est recommandé, peu importe leur dosage de lipoprotéines, de leur proposer l'utilisation d'une statine en prévention cardiovasculaire. Ce qui est un peu moins intéressant, un peu moins compliqué, mais tout aussi intéressant, un peu plus compliqué et tout aussi intéressant, c'est la prévention primaire. Un problème qui est parfois pas si simple. Donc, en prévention primaire de maladies cardiovasculaires, qui on devrait dépister? On devrait dépister, les recommandations nous disent les gens de 40 à 75 ans, les gens chez qui on suspecte une maladie cardiovasculaire ou un risque cardiovasculaire élevé, mais il y a aussi quelques petits oubliés. Il ne faut pas oublier qu'il faut aussi dépister, peu importe l'âge, les maladies auto-immunes, les patients avec maladies auto-immunes plutôt, les patients avec VIH et les patientes qui auraient vécu un trouble hypertensif de la grossesse. On parle entre autres de prééclampsie et de syndrome de HELP. Une petite note ici pour dire qu'il pourrait être considéré important de dépister plus jeunes certaines ethnies plus à risque. On parle entre autres de gens provenant de communautés d'Asie du Sud ou des Premières Nations. Et souvent, ce qu'on fait, c'est de dépister ces gens-là un peu plus tôt, donc vers l'âge de 30 ans. Pourquoi est-ce qu'on dépiste? Eh bien, parce que ça permet de faire des traitements qui sauvent des événements cardiovasculaires. Quand on parle au niveau populationnel, la prévention primaire permet chez les populations à risque qui sont traitées avec médicaments, interventions, surtout les statines, de diminuer leur taux absolu d'événements cardiovasculaires de 1 à 5 ce qui représente un number needed to treat, un nombre nécessaire pour traiter, de 100 à 20 pour sauver un événement. Et ça sur un suivi de 5 ans. C'est très intéressant parce que ça permet de sauver des événements potentiellement majeurs, traumatisants et qui peuvent avoir un impact important sur la morbidité et la morbidité et la mortalité des gens. Et ça au prix, dans les études randomisées contrôlées, d'une augmentation de risque d'effets secondaires majeurs, entre autres avec les statines, qui ne s'élève qu'à environ 0,5 à 1 %.
De manière individuelle, un patient qui est traité de manière pharmacologique pour une dyslipidémie diminue en prévention primaire toujours son risque relatif d'événements cardiovasculaires de 30%. Et j'aime souvent parler de l'étude Mr. Fit, chez qui 350 000 patients ont été étudiés en prévention primaire d'événements cardiovasculaires. Et on a remarqué chez cette population-là que 50% des décès par infarctus se retrouvaient chez des patients qui avaient des valeurs de LDL qui étaient autour des valeurs qui nous font penser souvent à des dyslipidémies familiales. Ce que je trouve intéressant dans ces résultats-là, c'est que 50% n'étaient pas dans ces valeurs qui nous font penser à une dyslipidémie familiale. Donc, des gens qui ont des LDL qui ne nous sautent pas nécessairement aux yeux d'emblée, mais chez qui, quand on calcule adéquatement le risque, peuvent quand même bénéficier d'un traitement. Maintenant, on va se demander comment est-ce qu'on dépiste la dyslipidémie. Assez simple, vous allez me dire. À chaque 5 ans, c'est ce qui est recommandé. Un patient qui serait à risque un petit peu plus élevé, donc 5% et plus, on pourrait considérer le dépister de manière plus fréquente. Et on les dépiste selon les recommandations avec le bilan lipidique standard qui inclut le cholestérol total, le HDL, les triglycérides, le non-HDL, qui sont tous des mesures qui sont mesurées directement en laboratoire et qui nous permettent de calculer par la suite un LDL qui va être un des marqueurs importants dans notre prise en charge subséquente. Notez qu'il arrive que certains laboratoires, surtout privés, peuvent doser le LDL de manière directe, mais c'est assez rare. Le LDL, lui, est plutôt calculé à partir des mesures du reste du bilan lipidique et il devient non fiable quand les triglycérides sont très élevés. C'est pourquoi un patient qui aurait un antécédent d'élévation importante des triglycérides, c'est le commentaire que j'ai mis à droite, on lui recommanderait de faire le bilan lipidique à jeun pour essayer de minimiser au maximum ses triglycérides. Dans une circonstance d'un patient qui n'aurait pas d'antécédent de triglycérides particulièrement élevés, il n'est plus recommandé de faire le bilan lipidique à jeun parce que ceci amenait des complications au niveau de l'organisation sans nécessairement amener d'avantages pour les patients. Dans le guide de pratique, on nous parle aussi de certains marqueurs additionnels au bilan lipidique standard qu'il faudrait considérer. On parle particulièrement du LP-A ou du LPA qu'on recommande de doser une fois dans la vie de chaque patient au premier dépistage. Et on parle aussi d'ApoB, mais je reviendrai sur cette molécule-là plus particulièrement dans les prochaines diapositives. Maintenant qu'on a parlé de dépistage et de diagnostic, on va parler des marqueurs additionnels, justement. On va parler des marqueurs additionnels qui sont discutés dans les guides les recommandations de la CCS. Il y en a d'autres qui ont déjà été étudiés, mais on va se maintenir à ceux-là parce que sinon, on pourrait parler longtemps et on dépasserait largement le temps de la conférence. Une petite diapositive maintenant pour parler du non-HDL et de l'ApoB. Si on se fie aux guides et aux recommandations de la CCS, ces molécules-là devraient être considérées comme valeur à étudier pour déterminer le risque du patient seulement si ses triglycérides excèdent 1,5, ce qui rend le LDL non fiable. Par contre, il y a beaucoup de débats chez les lipidologues en ce moment sur l'utilité de ces molécules-là, le non-HDL et l'ApoB, même quand les triglycérides ne sont pas élevés. J'aimerais tout ça prendre quelques minutes pour vous dire qu'est-ce que l'ApoB, pour ceux qui ne le savent pas. L'ApoB, c'est l'apolipoprotéine qui se retrouve dans les lipoprotéines hétérogènes. On parle entre autres de résidus de chylomicron, de VLDL, d'IDL, de LDL et de LPA, qui est une forme de LDL qui est très hétérogène. Ces molécules-là, toutes ces lipoprotéines-là que je vous ai mentionnées, constituent le non-HDL. Donc, comme vous voyez, ces trois molécules-là, les LDL, l'ApoB et les non-HDL, sont tous corrélés ensemble et on dit même que 90% de l'ApoB se retrouve dans les LDL. Par contre, il y a des données dans certaines études qui ont étudié la capacité à déterminer le risque cardiovasculaire de ces molécules-là en dépistage, qui sembleraient nous orienter, là, plusieurs études, entre autres une étude qui s'appelle Interheart, qui semble nous démontrer que l'ApoB pourrait être potentiellement plus sensible et spécifique pour prédire la maladie cardiovasculaire que les non-HDL, et que le non-HDL serait peut-être meilleur dans des paramètres que j'ai mentionnés plus tôt que le LDL. Par contre, il n'y a jamais eu d'étude qui a démontré que l'utilisation de ces lipoprotéines-là pour orienter un traitement en prévention primaire était supérieure au niveau des issues cardiovasculaires que le LDL. Et il est évident que l'ApoB, étant un test qui est additionnel au bilan lipidique standard, mène à une augmentation des coûts de dépistage. Par contre, il ne faut pas oublier que le non-HDL, lui, par contre, fait déjà partie de notre dépistage standard, donc il serait un petit peu malvenu de ne pas l'utiliser quand il est disponible dans notre dépistage. Quelque chose d'autre d'intéressant à mentionner, c'est qu'il semblerait qu'elle a la capacité à être un petit peu plus sensible et spécifique que le LDL de l'ApoB semble être plus grand chez les patients de sexe féminin.
Maintenant qu'on a parlé de non-HDL et d'ApoB, je voudrais qu'on prenne quelques minutes pour parler de la lipoprotéine A. Donc, comme je l'ai déjà mentionné, la lipoprotéine A, c'est une molécule un peu similaire au LDL qui contient en plus de l'ApoB, de l'ApoA et qui est très hétérogène. Il est recommandé de doser cette molécule-là une fois dans la vie du patient parce que son dosage, sa concentration sérique est très, très déterminée par des facteurs génétiques et elle pourrait être un marqueur de l'élévation du risque cardiovasculaire indépendant du reste du bilan lipidique. Ce n'est pas actuellement une cible thérapeutique, donc il ne serait pas recommandé de la redoser subséquemment à son dosage initial pour le moment. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec le dosage de l'hypoprotéine? Qu'est-ce qu'on fait avec la valeur qu'on reçoit quand on le dose? Une des manières de l'utiliser est de l'utiliser en groupe de catégories de risques, celle que j'ai mentionnée ici sur ma diapo. On dit que si le dosage est en dessous de 100 nanomoles par litre, on peut probablement considérer le patient dans une zone dans la catégorie de risque dans laquelle il est déjà classifié avec un score, par exemple, de Framingham. Donc, on ne le bouge pas. S'il est à bas risque, il reste à bas risque. S'il est à haut risque, il reste à haut risque. S'il est à risque intermédiaire, il reste à risque intermédiaire. Si le dosage est en haut de 430 nanomoles par litre, ce qui est très rare, on peut considérer le patient à un risque très élevé, presque un risque équivalent à une hypercholestérolémie familiale hétérozygote, et il pourrait être recommandé dans ces circonstances-là de traiter d'emblée le patient avec des molécules hypolipémiantes. Si par contre le patient se situe entre 100 et 430, son risque est probablement augmenté ou même il est augmenté. Et on recommande chez ces patients-là de renforcer l'approche des habitudes de vie pour diminuer le risque cardiovasculaire. Et on recommande un contrôle optimal des comorbidités. On mentionne aussi qu'on pourrait considérer ces patients-là, donc qui ont des lipoprotéines entre 100 et 430, comme étant une catégorie de risque plus haute que celle qui est calculée avec le score, par exemple, de Framingham standard. Donc, s'ils sont à bas risque, ils seraient à risque intermédiaire. Et s'ils étaient à risque intermédiaire, ils pourraient être reclassifiés dans une catégorie à haut risque. Une autre manière d'utiliser l'hypoprotéine A serait aussi de l'utiliser comme marqueur linéaire dans un calcul de risque. Puis je vais vous montrer ce que je veux dire là, dans les prochaines diapositives. Donc, on a parlé de dépistage, de diagnostic, de marqueurs additionnels. Maintenant, il faut se poser la question, qu'est-ce qu'on fait avec les résultats quand on reçoit le bilan lipidique au bureau? Donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait avec le bilan? Eh bien, ce qu'on devrait faire, c'est de calculer par la suite un risque cardiovasculaire. Il y en a plusieurs qui sont recommandés par les guides de pratique de la CCS. On parle entre autres du score de Framingham modifié et du calcul de l'âge cardiovasculaire. Il existe aussi des calculateurs qui intègrent le dosage de l'hypoprotéine A, de LPA, dans le calcul du risque cardiovasculaire et je vais vous en montrer un peu plus tard. Donc là, j'aimerais ça qu'on fasse l'exercice de prendre un patient fictif puis d'intégrer les données cliniques de ce patient-là dans les différents calculateurs pour voir ce que ça nous donne. Le score de Framingham modifié, vous le connaissez probablement très bien. Ici, j'ai rentré les informations de notre patient, un homme de 45 ans avec une tension artérielle limite, un dosage des dosages de lipoprotéines que j'ai écrit ici, qui est fumeur. Ce patient-là a un risque cardiovasculaire sur 10 ans de 15,6 %. Il est donc à risque intermédiaire. On voit aussi que son âge cardiovasculaire calculé ici est à 70, donc plus élevé que son âge chronologique. Si on coche la petite boîte de l'antécédent familial de maladie coronarienne jeune, donc en dessous de 55 ans pour un homme ou de 65 ans pour une femme, on voit que son risque double. C'est le risque Framingham modifié, c'est celui où on peut intégrer les antécédents familiaux pour doubler le risque. Ici, on voit que son risque double s'il a des antécédents familiales en bas âge et son risque devient très élevé en haut de 30%. On prend ce même patient et on utilise plutôt un calculateur d'âge cardiovasculaire. Il en existe plusieurs. Je sais que l'INES en a un qui est offert et disponible en ligne gratuitement, bien sûr. Ici, je vous montre celui qui est recommandé sur le guide de la CCS, qui a été développé à l'Université McGill. Il s'appelle My Health Checkup. Et ici, j'ai rencontré les mêmes informations que précédemment du patient. On voit que le risque cardiovasculaire calculé est encore environ autour de 15%, 14,9%. Mais on voit que son âge cardiovasculaire, au lieu d'être 70 ans, est de 50 ans. Pourquoi? Parce que dans ce calculateur-là, ce qu'on peut rajouter en plus de ce qu'on rentre dans le score de Framingham, c'est son tour de taille, la quantité d'exercice qu'il fait et sa glycémie. On peut mettre sa glycémie, au lieu de mettre s'il est diabétique ou pas, on peut mettre sa glycémie de manière linéaire et ça oriente notre risque. Ici, j'ai dit que le patient était mince, qu'il faisait beaucoup d'exercices et qu'il possédait aussi une glycémie qui était ultra normale. Donc, son âge cardiovasculaire est beaucoup moins pire que ce qu'on estimait là, dans le score de Framingham modifié. Ce qui est intéressant avec ces calculateurs d'âge cardiovasculaire-là aussi, c'est qu'on voit
la diminution du risque selon les interventions que le patient pourrait faire pour sa santé. Chez ce patient-là, son risque est à 15%. S'il prend une médication lipolipémiante, son risque diminue à 11%, ce qui est quand même significatif. Mais s'il arrête de fumer, ça diminue à 8%. Ça peut être très motivant pour un patient de voir ces chiffres-là. Et on voit que s'il fait les deux interventions, il doit diminuer à 5,9%. Dans les études, il est reconnu que l'utilisation de ces scores-là pour orienter la prise en charge des patients et pour les motiver améliore les issues cardiovasculaires chez les patients. Là. Juste utiliser ce score-là sans faire d'intervention différente, sans proposer d'intervention différente, permet de vraiment avoir des issues meilleures. Ici, je vous montre un calculateur qui intègre les dosages de LPA dans le calcul des risques cardiovasculaires des patients. Celui que je vous montre ici, c'est celui qui se retrouve sur le site lpaclinicalguidance.com. On voit ici les mêmes informations que du patient qu'on a rentré précédemment. Le score ici nous est donné sur une courbe de risque qui est cumulative. Donc, le score de 40,3% en bas, c'est pas le risque cardiovasculaire à 10 ans, c'est le risque d'événements cardiovasculaires entre l'âge du patient et l'âge de 80 ans, qui est ici de 40%. Et j'ai mis un LPA légèrement élevé chez ce patient. Élevé, mais pas extrêmement élevé chez ce patient-là, donc de 112 nanomoles par litre, un petit peu plus haut que la catégorie qui permet d'augmenter le risque. Et on voit ici que les courbes se séparent quand même rapidement là, sur le risque cardiovasculaire. Ça aussi, ça peut être un outil intéressant pour discuter avec les patients, surtout dans le contexte où le LPA serait haut, par exemple. C'est ce que je fais en clinique. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec le résultat du risque estimé cardiovasculaire du patient? Quand c'est très élevé, en haut de 20%, c'est facile, il est à haut risque, il est recommandé de lui offrir un traitement pharmacologique en plus des traitements liés aux habitudes de vie. S'il est à bas risque, c'est aussi relativement facile. Il est recommandé de lui offrir un traitement seulement si ses dosages de lipoprotéines s'apparentent à celles d'une hypercholestérolémie familiale. On parle de LDL en haut de 5, d'ApoB en haut de 1,45 ou de non-HDL en haut de 5,8. Si le risque est intermédiaire, par contre, ça devient un petit peu plus corsé. Il est recommandé dans ces circonstances-là d'offrir un traitement chez les patients qui ont un dosage de lipoprotéines qui serait relativement élevé, chez les patients avec des facteurs de risque cardiovasculaire ou chez les patients où d'autres marqueurs orienteraient vers un risque cardiovasculaire élevé. On parle entre autres, comme j'ai dit, de LPA en haut de 100 ou de valeurs sur le score calcique coronarien ou sur la CRP haute sensibilité, sur lesquelles je reviendrai dans les prochaines diapositives. Alors, on a parlé de dépistage, de diagnostic, de marqueurs. On vient de se dire qu'est-ce qu'on faisait avec les résultats du test des bilans lipidiques. Maintenant, je voudrais qu'on passe quelques temps pour parler du patient à risque intermédiaire. Parce que le patient à risque intermédiaire, ça peut des fois être un problème un peu épineux. Selon moi, une décision partagée avec le patient est vraiment la solution là, au problème du patient à risque intermédiaire. L'outil principal, selon moi, est le calculateur d'âge vasculaire ainsi que sur ces calculateurs-là, l'indicateur de la diminution de risque selon les différentes interventions qu'on peut faire avec le patient, soit médicamenteuses ou liées aux habitudes de vie. Ça devrait toujours être une discussion concertée avec le patient, voir c'est quoi ses objectifs de soins et voir qu'est-ce qu'il veut faire avec les données scientifiques qu'on lui offre. Et il faut par contre ne pas oublier qu'il faut prendre en considération les facteurs de risque additionnels quand le patient est à risque intermédiaire. Donc, peut-être encourager la prise d'une médication ou une approche agressive des habitudes de vie quand le patient présente une hypertension, une condition prédiabétique, un surpoids ou l'utilisation du tabac. Un patient qui est à risque intermédiaire, qui a besoin d'un peu plus d'informations pour prendre une décision, pourrait bénéficier des différents marqueurs alternatifs que j'ai marqués ici. Ceux que j'ai déjà mentionnés seraient l'ApoB, voir s'il était plus élevé que ce qui serait estimé avec le LDL, le dosage du LPA ou une imagerie prognostique comme le score calcique coronarien ou la CRP haute sensibilité. Je me répète un peu, mais vraiment, si le patient est déjà déterminé sur sa prise en charge, s'il veut déjà avoir une thérapie statinique quand il est à risque intermédiaire ou s'il ne veut absolument pas en avoir et que peu importe le résultat des tests, il n'en prendrait pas, il est probablement moins pertinent d'effectuer ces examens-là qui sont quand même associés à un certain coût. Alors, parlons maintenant de score calcique coronarien. On m'a demandé d'en parler dans les objectifs. Qu'est-ce que c'est? C'est une imagerie scanographique des artères coronariennes qui nécessite une expertise particulière dans son interprétation. C'est pourquoi ce n'est pas disponible dans tous les milieux. Je sais que c'est disponible dans beaucoup de milieux universitaires, dans certains milieux centralisés mais non universitaires et au privé aussi. Cette imagerie-là évalue la présence des plaques calcifiées de plaques athéromateuses calcifiées au niveau cardiaque et pas des plaques athéromateuses non calcifiées. Et quand on fait cet examen-là, on va nous donner comme résultat un score qui augmente selon le taux de calcification coronarienne. Je vous ai présenté certaines images ici là, avec des scores qui leur sont associés. Qu'est-ce qu'on fait avec le résultat d'un score
de score calcique coronarien, eh bien, c'est un peu comme le LPA, je vous dirais, là. On a des catégories bien distinctes de scores qui nous permettent de réorienter les risques. Si le score calcique coronarien est à 0, donc pas de calcium identifié au niveau coronarien, on peut probablement considérer un patient qui serait à risque intermédiaire comme étant à risque bas. Par contre, si le score calcique coronarien était très élevé, on parle en haut de 100, le patient devrait être considéré probablement à risque élevé, même nonobstant son risque calculé avec un Framingham ou un score de santé cardiovasculaire. Et il aurait probablement, ce patient-là, une indication de traitement pharmacologique avec une molécule hypolipémiante, plus ou moins de l'aspirine même. Ces recommandations-là sont basées entre autres sur l'étude MESA qui ont démontré que chez des patients avec des scores coronariens 0 versus en haut de 100, le ratio de risque pour des événements cardiovasculaires était très élevé, 7,7%. Si le patient a un score intermédiaire entre 1 et 99, dans les circonstances où le patient est à risque intermédiaire calculé avec le score de Framingham, par exemple, on ne peut pas le reclassifier juste sur la valeur du score calcique coronarien. Le score calcique coronarien, bon, quand est-ce qu'on devrait le faire? Si on se fie aux recommandations de l'ACC-AHA aux États-Unis, eux, ils recommandent de le faire à tous les patients en haut de 7,5% de risque cardiovasculaire chez qui le test pourrait orienter la prise en charge. Au Canada, on est un petit peu plus restrictif, ce qui va en lien avec l'accessibilité et les coûts de l'examen, selon moi. Très logique. On recommande qu'il pourrait être approprié de le faire chez un patient en dépistage, un patient de 40 ans et plus qui serait asymptomatique et dont le risque cardiovasculaire est considéré comme intermédiaire avec un score, par exemple, calculé de Framingham, et chez qui le résultat influencerait la prise en charge. Donc, comme j'ai déjà dit, si le patient, peu importe le résultat de son score coronarien, il va la prendre la médication ou pas, c'est pas très pertinent de faire l'examen, selon moi. Il pourrait aussi être intéressant de faire cet examen-là chez des patients qui auraient des risques calculés de Framingham, par exemple, qui seraient bas, mais chez qui on pourrait avoir une petite inquiétude sur une maladie coronarienne ou une maladie vasculaire. On prend entre autres les gens avec des antécédents familiaux très chargés ou avec un LPA qui serait élevé. Maintenant, quand est-ce qu'il serait probablement non pertinent d'effectuer un score coronarien, un score calcique coronarien? On parle entre autres des patients qui auraient déjà eu l'examen il y a moins de 5 ans. On parle de patients symptomatiques parce que dans les études chez les patients avec des angines typiques qui ont eu des scores calciques coronariens, 15% des patients qui avaient des scores calciques coronariens à 0 avaient quand même une maladie coronarienne significative, probablement sur des plaques qui étaient non calcifiées. Il est peu utile de faire cet examen chez des patients qui sont déjà sous traitement, chez des patients qui sont à haut risque déjà calculé, ou chez des patients, comme je le répète depuis le début, qui ont déjà décidé ce qu'ils allaient faire pour leur prise en charge, autant pharmacologique que vis-à-vis des interventions reliées aux habitudes de vie. Parlons maintenant de la CRP haute sensibilité. La CRP haute sensibilité est un marqueur inflammatoire qui est un facteur de risque indépendant des lipoprotéines pour la maladie cardiovasculaire. Cette molécule-là est particulièrement discriminante chez les patients en prévention primaire qui sont à risque intermédiaire. On dit que dès que la HSCRP est élevée en haut de 1, le risque cardiovasculaire du patient augmente selon la valeur et à plus de 2 mg par litre, on considère que le risque pourrait être augmenté. Dans une étude qui s'appelait Framingham Offspring, on a comparé des patients avec des CRP haute sensibilité en dessous de 1 versus un groupe qui était en haut de 3 et on a démontré que les gens avec une CRP haute sensibilité un peu plus haute avaient un ratio de risque d'événements cardiovasculaires plus élevé d'environ 1,5 à 2 fois. Cette molécule-là pourrait aussi, soit dit en passant, être utile pour évaluer le risque résiduel, donc le risque cardiovasculaire chez des patients qui ont déjà eu un événement, donc en prévention secondaire et qui sont déjà traités optimalement. Là. Par contre, on n'a pas vraiment d'intervention précise à offrir quand la CRP est élevée, malgré que les LDL sont très bien, sauf peut-être l'utilisation de la colchicine en maladie coronarienne, mais ça, c'est tout autre sujet et je m'engagerai pas là-dedans aujourd'hui, mais ce serait une autre utilité potentielle de la CRP haute sensibilité. Quand je parle de CRP haute sensibilité, j'aime beaucoup parler de l'étude Jupiter. C'est une étude chez laquelle on a pris 17 000 patients qui n'avaient pas eu d'événement, donc qui étaient en prévention primaire, qui avaient un risque calculé par Framingham intermédiaire, mais chez qui les lipoprotéines n'étaient pas très élevées, donc un LDL en dessous de 3,5, mais qui avaient par contre une CRP haute sensibilité en haut de 2. Ces patients-là, on les a suivis 2 ans, on les a randomisés à recevoir une statine ou pas. Et chez les gens qui recevaient une statine, il y avait une diminution de 0,6% en absolu des événements cardiovasculaires chez ces patients-là, donc un NNT à 200, et une diminution de 0,25% de la mortalité, donc un NNT à 400. Maintenant, est-ce que ça, c'est significatif, assez significatif dans votre pratique pour vous faire doser des CRP haute sensibilité chez vos patients? Ce sera à vous de le décider. Mais ça, c'est les données.
Alors, on avance progressivement. On a parlé de dépistage, de diagnostic, des marqueurs additionnels et de quoi faire avec les résultats de nos bilans. Maintenant qu'on a décidé de traiter un patient, par exemple, on va discuter du traitement de la dyslipidémie. Donc, le traitement de la dyslipidémie en prévention pour les maladies cardiovasculaires. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Eh bien, la dyslipidémie, c'est une maladie qui est courante et qui est importante au niveau de la santé globale de notre population. Comme vous le savez, c'est un facteur de risque majeur pour les maladies cardiovasculaires, bien sûr. Dans les études qui datent maintenant un peu comme l'étude HPF, on a démontré que la diminution en prévention secondaire des LDL chez les patients de 1 millimole par litre, donc pour chaque millimole par litre de diminution, on diminuait les événements cardiovasculaires d'environ 20 à 25 ce qui est très énorme chez les patients en prévention secondaire qui sont à haut risque de récidiver. Et on a démontré dans des études faites entre autres sur des patients avec des mutations génétiques que une exposition à long terme à des LDL très bas était fortement protecteur pour les événements cardiovasculaires. Passons maintenant à quelques diapos sur les seuils thérapeutiques. On parle maintenant de seuils thérapeutiques et non de cibles parce que maintenant, quand on traite une dyslipidémie, on essaie d'arriver en dessous de certaines valeurs et non à la valeur en tant que telle. C'est vraiment important. C'est un petit changement de mentalité pour dire on va traiter agressivement pour vraiment descendre en dessous des valeurs cibles pour avoir une protection cardiovasculaire optimisée. Donc, pour ce qui est du traitement pour les patients en prévention secondaire, donc qui ont déjà eu un événement, ou chez les patients en prévention primaire à haut risque, je vous ai donné les chiffres ici, on essaie de viser un LDL en dessous de 1,8 ou un ApoB en dessous de 0,7 et ou un OHDL en dessous de 2,4. Si on était dans un monde optimal, on ferait un bilan lipidique de chaque 4 à 8 semaines chez ces patients et on ajusterait la thérapie jusqu'à temps qu'on arrive en dessous de notre seuil. Juste pour information intéressante, là, le taux de LDL ici de 1,8, c'était le taux de LDL qui était atteint dans les études d'inhibiteurs du PCSK9 sur lesquels je reviendrai et qui démontrait toujours une amélioration jusqu'à ce seuil-là de LDL. Par contre, il y a certaines études, entre autres l'étude Improve It avec l'ézetimibe, je devrais plutôt dire, qui démontraient un gain additionnel de diminution de risque cardiovasculaire avec des LDL qui diminuaient jusqu'à 1,3. Je vous laisse ici les diapositives pour vous dire les cibles à atteindre, les seuils à atteindre, lorsque les patients sont en prévention primaire à risque intermédiaire ou bas. On est en gros là, moins sévère, plus le risque cardiovasculaire calculé est bas. Parlons maintenant de molécules. Alors, comment est-ce qu'on va traiter la dyslipidémie? On va demander de parler d'une approche avec les médicaments non statiniques aujourd'hui, mais je ne peux pas m'empêcher quand même de parler un peu de statine. Parce que la statine, c'est vraiment la pierre angulaire du traitement. Ça, plus les modifications des habitudes de vie. Quelques secondes sur les habitudes de vie. Les habitudes de vie permettent de diminuer quand on les améliore et même de manière légère jusqu'à significatif. Il y a des changements significatifs sur la santé cardiovasculaire des patients. Mais les événements cardiovasculaires peuvent être fortement diminués chez les gens qui modifient leurs habitudes de vie quand ils sont à haut risque. Par contre, les habitudes de vie, on ne devrait pas s'attendre à ce que ça fasse diminuer de manière significative là, couramment les valeurs de lipoprotéines en tant que telles. Souvent, chez les gens qui ont des habitudes de vie légèrement modifiables et qui les modifient, on peut s'attendre à une diminution par exemple des LDL de 5 à 10 %. Donc, l'avantage au niveau de la réduction des événements cardiovasculaires chez ces patients-là dépasse largement la diminution des LDL en tant que valeur absolue. Là. Pour ce qui est des statines, maintenant, je reviens au sujet de la diapo. On recommande d'utiliser des statines à intensité élevée et à dose maximale tolérée. On parle d'atorvastatin et de rosuvastatin. On peut changer ces molécules-là pour d'autres s'il y avait des intolérances. Et il est particulièrement recommandé de débuter et d'intensifier ces traitements-là avec des statines rapidement après un événement. Entre autres, dans l'étude Miracle, on a démontré qu'il y avait une amélioration des issues cardiovasculaires chez les patients quand ils recevaient rapidement les statines après un événement. On parle même en dessous de 12 à 24 heures post-événement. Comment on fait le suivi d'une statine? Juste un petit rappel. Il est recommandé de faire un dosage de bilan hépatique dans les 3 mois suivant l'initiation d'une statine pour capter les quelques très, très rares événements de cytolyse là, chez les patients qui prennent des statines. Mais les problèmes hépatiques liés aux statines dans les études randomisées contrôlées, là, c'est un très faible pourcentage. Puis, une petite notion intéressante, juste que vous soyez au courant, les statines font augmenter le LP-A de 10 à 20 %. J'ai bien dit augmenter. Bon, on s'entend que c'est plus intéressant qu'autre chose, mais à garder en tête parce qu'il y a certaines molécules que je vais parler subséquemment qui le font diminuer le LP-A.
Rapidement, pourquoi les statines? Bon, chez les patients à haut risque, entre autres, par exemple, un patient avec maladie artérielle périphérique, l'utilisation de statines réduit en absolu là, de 6% les événements cardiovasculaires sur une période aussi courte que 5 ans. Quand on utilise une statine en prévention secondaire chez des patients à haut risque avec des maladies vasculaires avérées, on voit une séparation des courbes de survie même en moins d'1 an. Donc, même chez les patients qui ont des espérances de vie, bon, moins qu'1 an, discutable, mais plus d'1 an, même si les patients sont très malades, probablement utile d'utiliser ces molécules en prévention secondaire. Et on voit ici dans la troisième partie de la diapositive que les statines diminuent aussi les risques d'AVC après un AVC, donc en prévention secondaire. Après l'utilisation de statine à dose maximale tolérée, si on n'arrive pas à atteindre nos seuils, les deux prochaines molécules à considérer sont l'ésétrol, l'ésétimib, excusez-moi, une médication qui est prise par la bouche, par os, qui est peu dispendieuse et qui diminue les LDL d'environ 0,5%. Sinon, on peut aussi considérer les inhibiteurs PCSK9, qui sont des molécules qui sont plus efficaces, mais plus dispendieuses et qui se donnent sous forme d'injection. Et les inhibiteurs PCSK9 se retrouvent sous deux formes, soit sous forme d'anticorps monoclonaux ou de micro-ARN interférents. Notons aussi que ces deux molécules-là, les étimib et les inhibiteurs PCSK9, font bien sûr, en plus de diminuer les LDL, diminuer aussi le non-HDL et la pro-B. C'est juste logique, mais je voulais être sûr que le monde comprenne bien cela. Donc, les étimib, pourquoi est-ce qu'on l'utilise? Ben, ça fait diminuer les LDL d'environ 0,4 mmol par litre. Dans une étude qui s'appelait Improve It, on a démontré que cette molécule-là, chez les patients à haut risque en prévention secondaire, on pouvait diminuer les risques cardiovasculaires de 2% en 7 ans. Ce qui est quand même bien pour une molécule qui est à peu près universellement tolérée et qui n'est pas très dispendieuse. Par contre, en prévention primaire, quelque chose d'intéressant, il n'y a jamais eu d'étude qui a démontré qu'il y avait une efficacité de prévention d'événements cardiovasculaires en prévention primaire avec les étimib. Par contre, il est quand même recommandé dans les guides de pratique, probablement parce que c'est une molécule qui est sécuritaire, qui est peu dispendieuse, puis pour lesquelles il n'y a pas vraiment de raison de croire que la diminution des LDL associée ne serait pas associée à une diminution des événements cardiovasculaires. Maintenant, quelques diapositives sur les inhibiteurs PCSK9. La première catégorie de ces inhibiteurs-là sont les anticorps monoclonaux. Les deux molécules qui sont disponibles ici au Québec sont l'évolucumab et l'alirocumab, qui, dans leurs études respectives en prévention secondaire chez les patients qui étaient traités avec dose maximale tolérée de statine, diminuaient les événements cardiovasculaires d'environ 1,5% en 2 à 3 ans. Quelque chose d'intéressant avec les anticorps monoclonaux anti-PCSK9, c'est que ceux-ci font diminuer, contrairement aux statines, le LPA et ont un gain additionnel sur les événements cardiovasculaires, nonobstant la diminution de lipoprotéines chez les patients qui ont un LPA élevé. Donc, est-ce qu'un jour, on va utiliser ces molécules-là pour les gens avec un LPA élevé? C'est pas encore recommandé, mais c'est une issue de recherche qui est quand même intéressante et qui est en cours en ce moment. À qui on devrait prescrire les inhibiteurs PCSK9? C'est malheureusement probablement des molécules qui sont un peu sous-prescrites. Les gens qui pourraient bénéficier de cette molécule sont les gens avec hypercholestérolémie familiale dont les dosages de lipoprotéines ne sont pas atteints avec l'utilisation de statines et des étimib. Mais aussi, la population un peu plus oubliée, c'est les patients en prévention secondaire, donc qui ont un événement cardiovasculaire et qui ne sont pas en mesure d'atteindre leur dose de lipoprotéines, donc de LDL, d'ApoB et de non-HDL, malgré l'utilisation de statines à dose maximale tolérée, plus ou moins les étimib. J'ai parlé des anticorps monoclonaux anti-PCSK9. Je vous parle d'un petit nouveau, relativement nouveau, une molécule qui s'appelle l'inclisiran. C'est un micro-ARN interférent qui est injecté de manière sous-cutanée à jour 0, jour 3 mois et jour 6 mois. Donc, une molécule qui est donnée de manière, pas jour 6 mois, mais qui est donnée ensuite à chaque 6 mois. Une molécule donc qui a besoin d'être injectée de manière beaucoup moins fréquente que les inhibiteurs de PCSK9 en anticorps monoclonaux. C'est une médication qui, comme les anticorps anti-PCSK9, a peu ou pas d'effets secondaires, sauf des réactions locales lors d'injection, et qui fonctionne, semblerait-il. Les études à date avec l'inclisiran n'ont pas encore démontré de données primaires au niveau des événements cardiovasculaires. Les études qui ont été faites à date étaient des études pour démontrer que cette molécule-là diminuait le LDL, ce qu'elle fait, de 50% quand elle est utilisée en plus d'une statine, ce qui est à peu près équivalent à la diminution des LDL des inhibiteurs PCSK9 en anticorps monoclonaux. L'étude qui a étudié, l'étude pour cette molécule-là, je l'ai mentionné ici, s'appelait Orion. Et dans cette étude-là, bien que ça ne faisait pas partie des issues qui étaient
préétabli pour l'étude, là, certaines analyses exploratoires semblaient démontrer une protection cardiovasculaire. Là. Ils ont pris les données de sécurité et ils ont regardé est-ce que les événements cardiovasculaires semblaient diminuer dans cette étude-là avec l'utilisation de l'inclisiran et ça semble être le cas. On dit environ 2,8% en 540 jours, mais l'étude n'a pas été développée pour prouver une diminution des événements cardiovasculaires. Ça fait qu'on est toujours en attente de ces données-là. Chez qui on devrait utiliser ces médicaments-là? Eh bien, c'est un médicament qui n'est pas encore remboursé en médicament d'exception par l'INAS, par la RAMQ, contrairement aux inhibiteurs par anticorps monoclonaux. Par contre, certaines assurances privées la remboursent, donc peut-être à considérer chez les gens qui ne peuvent pas prendre d'inhibiteur PCSK9 par anticorps monoclonaux pour une raison X. Les inhibiteurs PCSK9, est-ce que c'est bon pour la prévention primaire? Oui. Mais ça a juste été étudié dans ces circonstances-là chez les patients avec hypercholestérolémie familiale et chez les patients surtout qui prenaient statine à dose maximale tolérée. Il n'y a pas de données avec ces molécules-là en prévention primaire chez les patients qui n'ont pas d'hypercholestérolémie familiale, mais il n'y a aucune raison de croire que ces molécules-là ne seraient pas aussi efficaces pour diminuer les risques cardiovasculaires dans une population qui n'a pas d'hypercholestérolémie familiale. Par contre, dans des circonstances où il manque de données, la médication n'est pas remboursée de manière standard pour ces indications-là et elle devra éventuellement, même s'il y a des données, probablement être réservée à des patients à moyen haut risque parce que c'est une molécule qui est quand même dispendieuse. Après l'utilisation de statine, ensuite, l'optimisation des lipoprotéines avec l'utilisation de l'ézetimibe ou d'inhibiteurs PCSK9. Souvent, ce qu'on dit, c'est que si on est à moins de 0,5 de la cible après l'utilisation d'une statine, on utilise l'ézetimibe parce qu'on peut s'attendre à une diminution d'environ 0,5 des LDL, par exemple. Si on est à plus de 0,5 de la cible, on peut considérer en prévention secondaire ou chez les hypercholestérolémies familiales utiliser les inhibiteurs PCSK9. La troisième étape, quand on est en prévention secondaire, est de considérer l'ajout de l'icosapent éthyle, qui est un produit dérivé d'oméga 3 purifié, pour diminuer le risque cardiovasculaire des patients à haut risque. Dans une étude qui s'appelait REDUCE-IT, on a utilisé cette molécule-là chez les patients qui demeuraient avec des triglycérides élevés, on parle d'en haut de 1,5, malgré un traitement optimal des LDL avec, entre autres, par exemple, la statine. On utilisait cette molécule-là pour tenter de diminuer leur événement cardiovasculaire et ça semblait être positif dans l'étude. On a même remarqué une diminution de 4,8% en absolu des événements cardiovasculaires dans cette population, qui, on s'entend, étaient quand même des patients qui étaient à haut risque. Là, le groupe placebo a quand même fait 22% d'événements là, en 5 ans, malgré leur LDL optimisé avec statine. C'est une molécule qui est quand même intéressante. Elle est remboursée par la RAMQ en médicaments d'exception si les triglycérides demeurent en haut pour la RAMQ, c'est 2,26 et non 1,5, malgré un traitement optimal des LDL avec les autres agents. C'est un médicament qui est très bien toléré. Et les effets secondaires qui ont été vus dans les études, c'était une augmentation de l'hospitalisation et de l'incidence de fibrillation auriculaire. De mémoire, c'est 2%. Et une augmentation numérique, mais non significative des saignements. Donc, une médication qui est bien tolérée puis qui semble avoir une efficacité pour diminuer les événements cardiovasculaires en prévention secondaire. Je vais vous parler aussi maintenant d'une autre molécule qui s'appelle l'acide bempédoïque. C'est une molécule qui a été étudiée dans les dernières années. Un inhibiteur de l'adénosine triphosphate citrate lyase, là, qui se trouve à être une enzyme qui est dans la même chaîne enzymatique que la cible de l'statine, l'HMG-CoA réductase. C'est une molécule qui est intéressante. On parle surtout, entre autres, des patients qui sont intolérants aux statines. C'est 10% des patients quand même. Et c'est une molécule qui, dans des études qui s'appelaient Clear Harmony et Clear Wisdom, semblait diminuer le LDL, même chez les patients qui utilisaient une statine. Par contre, dans une étude initiale de la molécule qui s'appelait Clear, on a utilisé cette molécule-là chez les patients qui ne pouvaient pas prendre de statine à cause d'intolérance en prévention secondaire pour 40 mois. Et cette molécule-là permettait de diminuer les événements à 1,6% en absolu, ce qui est quand même significatif. Il y avait malheureusement, par contre, pas d'impact sur la mortalité totale ou les AVC. Et cette molécule-là s'accompagnait de plusieurs effets secondaires, mais à incidence relativement modeste. On parle de 1% de gouttes, 1% de cholélithiase, 1% d'insuffisance rénale et d'atteinte hépatique. Donc, intéressant, pas encore dans les mires de l'INES, pas étudié, pas disponible pour le moment. Moi, ce que je recommanderais, c'est que si quelqu'un n'est pas intolérant aux statines, avant de penser à cette molécule-là dans le futur, peut-être tenter de diminuer la dose de statine, changer la sorte ou de la donner aux 2 jours. L'effet est serait probablement
tout aussi bon, sinon meilleur que l'utilisation de l'acide bempédoïque, mais quand même une option éventuellement dans le futur potentiellement pour nos patients dont la prise en charge est plus complexe. J'aimerais maintenant passer quelques minutes sur l'hypercholestérolémie familiale. Pourquoi? Parce que c'est une maladie qui est quand même très commune. On parle d'une incidence au Québec de 1 patient sur 250. Donc, si par exemple vous suivez 2000 patients dans votre clinique externe, si vous avez une pratique bien établie, vous devriez en théorie avoir 5, 8 patients qui ont une hypercholestérolémie familiale. Moi, je vous mets au défi de penser à 8 patients que vous suivez qui ont cette pathologie-là. Souvent, c'est probablement une pathologie qui est un peu oubliée, sous-diagnostiquée. C'est pourquoi j'en profite pour vous rappeler les critères les plus standards, les plus courants pour ces pathologies-là, parce qu'il y a plusieurs critères diagnostiques pour cette maladie-là. C'est d'avoir des LDL en haut de 5 mmol par litre, ainsi qu'un antécédent familial de quelqu'un dans le premier degré qui avait des LDL en haut de 5, ou des maladies cardiovasculaires jeunes. On dit jeune, mais c'est pas si jeune que ça. C'est des événements cardiovasculaires chez un homme en dessous de 55 ans et chez une femme en dessous de 65 ans, ou un test génétique positif chez le patient qui présente un LDL en haut de 5. Il y a aussi des trouvailles à l'examen physique qui peuvent être des critères dans certains critères diagnostiques, mais je vous les ai écrits ici. Mais les plus importants, c'est celles que j'ai mentionnées plus haut. Ils sont systématiquement retrouvés dans tous les critères diagnostiques de l'hypercholestérolémie familiale. Ici, je parle bien sûr de l'hypercholestérolémie familiale hétérozygote. L'homozygote, c'est une toute autre bête qui est beaucoup plus rare. Juste pour votre intérêt, je vais vous parler des médicaments pour l'hypercholestérolémie familiale parce que c'est intéressant. Un des principaux qui est utilisé en plus de la statine, de l'ézetimibe et des inhibiteurs PCSK9, c'est les anticorps anti-ANGPTL3. La molécule s'appelle evinacumab. C'est une molécule qui augmente les niveaux de lipoprotéines lipase, donc ça fait diminuer les triglycérides, diminue aussi les LDL de 50%, en plus des statines, en plus des PCSK9. Donc, chacune de ces molécules-là peut faire diminuer les LDL de 50%. Donc, c'est impressionnant qu'avec cette molécule-là, on a une diminution encore une fois de 50% des LDL. Cette molécule-là a été étudiée chez des patients qui prenaient systématiquement des inhibiteurs PCSK9 et on a démontré que malgré ça, les LDL étaient fortement diminués. Donc, intéressant chez les patients qui ont des LDL très élevés de base. Malheureusement, les études qui ont été faites n'ont pas encore eu de preuves que ceci menait à une diminution des événements cardiovasculaires. Mais c'est pas parce que ça a été tenté et qu'il n'y a pas eu de preuves, c'est que ça a surtout été étudié pour démontrer une diminution de LDL, surtout. Mais c'est quand même disponible pour les patients avec hypercholestérolémie familiale dans le moment. Dernier médicament que je vous mentionne pour l'hypercholestérolémie familiale, c'est un médicament qui s'appelle le lopitamide. Si un jour vous le voyez, c'est un inhibiteur de la protéine de transfert microsomale des triglycérides. Donc, il transfère les triglycérides sur la peau B pour former les VLDL. C'est une médication qui a beaucoup d'effets secondaires. Il y a un black box d'hépatotoxicité dans cette médication-là. Elle interagit avec d'autres médicaments à travers le CYP3A4 et la P-glycoprotéine. Mais elle semble efficace. Elle diminue elle aussi les LDL de 50%, mais avec des effets secondaires majeurs au niveau gastro-intestinal, des recommandations de surveillance rapprochées au niveau hépatique. Donc, vraiment utilisé en dernière ligne chez les patients avec hypercholestérolémie familiale, surtout homozygote. Vous allez me dire qu'il manque des molécules un petit peu plus expérimentées, un petit peu plus historiques. Je vais passer quelques diapositives pour vous en parler, en commençant par les séquestrants d'acide biliaire, une médication qui a été prescrite un petit peu plus dans le passé quand on avait moins d'options. Les séquestrants d'acide biliaire ont été étudiés avec plusieurs études. Ils sont efficaces pour réduire les LDL. Par contre, leur effet est plutôt incertain sur les événements cardiovasculaires. Et il n'y a pas d'étude qui a démontré de manière formelle puis de manière convaincante une diminution des événements cardiovasculaires, de la mortalité, excusez-moi, quand on l'utilisait, autant en prévention primaire que secondaire. Ce sont des molécules qui ont beaucoup d'effets secondaires, surtout intestinales, des problèmes hépatiques, la malabsorption, particulièrement d'autres médicaments. Donc, c'est une molécule qui n'est pas recommandée si les cibles peuvent être atteintes avec les molécules qu'on a mentionnées précédemment, soit les statines, les étimibes, plus ou moins les émetteurs PCSK9 en prévention secondaire ou chez les hypercholestérolémies familiales. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que les séquestrants d'acide biliaire ont des données en prévention primaire, ce qui n'est pas le cas pour toutes les molécules qu'on utilise en dyslipidémie. Dans l'étude LRC-CPPT, on avait 3800 hommes, malheureusement c'était juste des hommes, qui étaient étudiés en prévention primaire, qui ont été suivis pendant 7,4 ans. Et chez les patients qui prenaient cette molécule-là, on voyait une diminution en risque absolu des infarctus de 1,6%, ce qui est quand même significatif. Par contre, il y avait une réduction numériquement visible des décès, mais pas une réduction statistiquement significative.
À cause de cette étude-là, dans les recommandations de la CCS, on mentionne les séquestrants d'acide biliaire comme étant une potentielle option en prévention primaire chez les patients qui n'ont pas de dyslipidémie familiale et chez qui les seuils ne seraient pas atteints après l'utilisation de statines et des éthymibes. Qu'est-ce qu'on fait des fibrates, vous allez me dire? Eh bien, il y a quelques évidences en prévention cardiovasculaire, entre autres dans des études de prévention d'amputation chez les patients avec insuffisance artérielle microvasculaire. Là, on souvent les insuffisances artérielles associées au diabète. Il pourrait potentiellement, suite à une étude qui s'appelait Field, entre autres, là, avoir une diminution des événements cardiovasculaires, mais probablement surtout chez les patients avec des triglycérides quand même élevés, à 2,2 et plus. Des patients qui pourraient probablement recevoir de l'icosapent éthyle à la place, là, ou chez les patients qui avaient des HDL assez bas, là, en dessous de 1. Dans cette étude-là, il y avait une diminution des événements potentiellement, mais aucun effet apparent sur la mortalité, donc moins intéressant que les autres molécules qui ont démontré une diminution de mortalité. C'est aussi une molécule qui peut s'accompagner de pas mal d'effets secondaires et qui interagit avec les statines. Donc, en dyslipidémie hétérogène, il n'est pas recommandé d'utiliser ces molécules-là si les cibles peuvent être atteintes avec les médicaments précédents. Et il n'est pas non plus particulièrement recommandé de le combiner avec les statines, sauf si on a une bonne raison de le faire. Et pour finir, on va parler de la niacine ou de l'acide nicotinique, parce qu'on m'a vraiment demandé de parler des traitements de la dyslipidémie avec des molécules non statiniques. Donc, la niacine, sur papier, très intéressant. Ça augmente les HDL, ça diminue même le LPA, comme les inhibiteurs PCSK9 par anticorps monoclonaux. Par contre, il n'y a pas vraiment d'évidence que ceci prévient les événements cardiovasculaires. Il y a même eu des études où on donnait l'acide nicotinique avec des médicaments pour essayer de diminuer les effets secondaires qui sont importants avec l'acide nicotinique, entre autres du flushing, là. Et dans ces études-là, la mortalité était augmentée avec la molécule, donc on a arrêté l'étude. Donc, les résultats de tout ça nous mènent à ne pas recommander ces molécules-là si on arrive à, encore une fois, atteindre les cibles avec les autres molécules que j'ai mentionnées précédemment. Et encore une fois, pas en combinaison avec les statines. Par contre, le fait que cette molécule-là diminue les LPA a intéressé des chercheurs et il y a actuellement des études là, qui sont faites avec cette molécule-là chez les patients avec un LPA élevé pour voir s'ils ne pourraient pas avoir un profil positif là, en prévention cardiovasculaire chez cette population précise-là. Donc sur ça, ça fait quand même un tour d'un sujet quand même assez dense. Je vous laisse ici mes conclusions formelles, mais j'aimerais quand même vous donner quelques petites conclusions et messages clés personnels là, à la fin de ma conférence. Fait que mon premier message, ce serait de dire que le bilan lipidique standard est quand même est bon pour prédire les événements cardiovasculaires chez les patients et que les marqueurs additionnels peuvent être utiles dans des circonstances bien précises. Et j'aimerais aussi rappeler que dans le bilan lipidique standard, il n'y a pas que le LDL, il y a aussi le non-HDL. Et étant donné que cette valeur-là est disponible quand on fait le dépistage, on devrait probablement l'utiliser pour estimer le risque cardiovasculaire en plus du LDL et aussi regarder quel genre de valeur on est capable d'atteindre avec un traitement pour nous aider à orienter le traitement de manière subséquente. Pour ce qui est du score calcique coronarien, ne pas oublier que c'est un test qui est quand même relativement disponible chez des patients qui seraient à risque intermédiaire et qui auraient besoin de cet examen-là pour venir à une décision thérapeutique appropriée. Donc, pas oublier cet examen-là. C'est un test qui est très peu fait, mais qui est disponible. Troisième message, n'oubliez pas de doser les LPA de vos patients. C'est recommandé directement dans les guides de la CCS, puis de manière non ambiguë. Vous seriez surpris de la quantité de patients que vous allez attraper avec des LP petits a en haut de 100 et chez qui les risques devraient probablement être reclassifiés. Et aussi, ne pas oublier que c'est un test qu'on ne fait qu'une seule fois. Donc, on a besoin de le faire qu'une seule fois lors du dépistage de dyslipidémie initiale. Et on peut ensuite le mettre dans la section de l'examen médical périodique de son dossier, puis le laisser là. Et on n'en parle plus par la suite. Et finalement, mon quatrième message pour la prévention primaire. N'oubliez pas que les molécules qui sont recommandées et qui ont des évidences, ce sont les statines et les éthymibes, plus ou moins les séquestrants d'acide biliaire potentiellement, mais qu'en prévention secondaire, il existe bien sûr les statines et les éthymibes, mais il existe aussi les inhibiteurs PCSK9 sous forme d'anticorps monoclonaux qui sont disponibles, qui sont relativement faciles de prescription. Ce sont des médicaments d'exception. On fait un formulaire en ligne et souvent, si on a les critères
de non-atteinte des cibles de LDL en prévention secondaire malgré un traitement avec statine à dose maximale tolérée et ezetimibe, on peut l'avoir remboursé et la RAMQ le rembourse et ça peut vraiment aider à prévenir des événements cardiovasculaires chez nos patients. Donc, on peut le prescrire autant en première ligne qu'en médecine spécialisée. Et sur ce, j'espère que je vous ai pas trop bombardé et je serai prêt à prendre maintenant vos questions. Parfait. Mais merci, Dr. Chrétien-Reimer, pour votre présentation. Nous allons maintenant passer à la période de questions. On en a eu plusieurs. Donc, la première question, c'était concernant la lipoprotéine A. Étant prothrombotique, est-ce qu'elle est associée à certaines thromboses veineuses? Bonne question. Je suis pas au courant d'évidence sur ça. Moi, j'ai peut-être utilisé le mauvais vocabulaire. Là. J'ai dit pro-thrombotique, mais j'aurais plutôt dû dire pro-athérogénique. Je sais pas si c'est un terme qui est bon, là, mais c'est vraiment, c'est une molécule qui a un potentiel athérogénique supérieur au LDL. Là. C'est ce que je voulais dire. Peut-être que je me suis mal exprimé. Pas de souci. Puis, est-ce que le dosage de la lipoprotéine A est stable dans le temps? C'est-à-dire que est-ce que il serait possible de doser cette lipoprotéine-là en pré-greffe et utiliser le score post-greffe afin d'ajuster le risque cardiovasculaire du patient? C'est une bonne question. Je ne connais pas la réponse. Ce que je comprends, c'est que la question, c'est est-ce que cette molécule-là, on pourrait faire un prélèvement, mettons le congeler, puis le garder, puis l'utiliser plus tard? Je sais pas. Ça, il faudrait demander ça à un biochimiste. Par contre, je vous dirais que cette molécule-là est plutôt, la valeur chez le patient lui-même est plutôt stable dans le temps, tant qu'il ne prend pas de médicaments qui l'influencent. Et c'est pourquoi on l'utilise comme marqueur de risque génétique du patient et qu'on a besoin de le doser qu'une seule fois. Peut-être éventuellement, on pourra l'utiliser comme cible thérapeutique si on démontre qu'il y a une utilité de diminuer sa valeur avec certaines molécules, mais c'est pas le cas pour le moment. Donc, il est vraiment recommandé de le doser une seule fois. Et pour ce qui est de sa stabilité au niveau de la préservation de prélèvement, ça, je suis malheureusement pas en mesure de vous donner de réponse. Là. Pas de souci. Puis là, on avait quelques questions par rapport au traitement de dyslipidémie non statinique. Tout d'abord, pour l'icosapenthyl, est-ce que vous le prescrirez chez un patient MCAS avec des triglycérides à 7 non diabétiques, même si l'étude dont vous avez parlé ciblait les patients avec des triglycérides entre 1,7 et 5,6? Bonne question. Il n'y a pas d'évidence. L'étude n'intégrait pas ces patients-là. Je vous dirais que si le patient, tu sais, les triglycérides, c'est extrêmement variable dans le temps. Hein. Ça fait que souvent, il y a déjà eu un triglycéride à 7, il y a probablement déjà un triglycéride à 4. Et souvent, quand on traite par habitude de vie, ces patients-là, s'ils sont moindrement intéressés à le faire, et si on leur donne un traitement visé sur plus les autres lipoprotéines, là, adéquat, les triglycérides vont avoir tendance à diminuer aussi, là. Fait que c'est rare que chez des patients qui n'ont pas une triglycéridémie familiale, qui sont compliants, intéressés, impliqués dans leur traitement, qui prennent leurs molécules, qui font leurs habitudes de vie, qu'on n'a pas des triglycérides en dessous de 5,6. Là. Mais est-ce qu'on pourrait utiliser cette molécule-là chez des patients avec des très hauts triglycérides? Potentiellement. Honnêtement, c'est des patients c'est une médication qui est bien tolérée, qui a peu d'effets secondaires. Alors pourquoi pas? Mais dans l'étude, c'est vraiment, il n'avait pas pris les triglycérides en haut de 5,6 pour pas contaminer leur étude, je pense. Là. Parfait. Puis, juste par rapport au Coroscan, est-ce qu'il y aurait des limites que l'audience devrait retenir par rapport à l'interprétation du Coroscan? Est-ce qu'il y a les limites, je veux dire, comme j'ai dit, c'est important. La première chose, c'est surtout ne pas utiliser cet examen-là chez les patients symptomatiques, parce que c'est pas ça l'utilité. L'utilité, c'est vraiment de prédire le devenir cardiovasculaire d'un patient et non interpréter si c'est une maladie coronarienne active. Là, en tout cas, dans les circonstances où j'ai parlé dans mon étude, dans ma présentation, ça devrait probablement être la première chose qui nous vient en tête. Ensuite, comme j'ai dit, chez les patients qui ont déjà une idée de ce qu'ils veulent faire un Coroscan est probablement peu utile s'ils ont déjà une idée sur est-ce qu'ils veulent ou non un traitement. Par contre, si des gens veulent voir, tu sais, des gens qui veulent vraiment éviter de prendre une molécule inutilement, mais qui seraient prêts à la prendre si on leur dit qu'ils ont un risque intermédiaire, mais et qu'on les voit puis ils nous semblent pas être des patients au risque, qui n'ont pas d'autres facteurs de risque ou quoi que ce soit. Mettons un jeune homme mince ou une jeune femme mince en bon état de santé, mais qui a des lipides élevés, puis qui a un risque intermédiaire, qui voudrait faire cet examen-là, c'est probablement le genre de population qui pourrait en bénéficier le plus parce qu'on pourrait leur éviter de devoir être exposé à des médicaments pendant plusieurs années de leur vie. Là. Donc, peut-être ça. C'est ce que je dirais. J'espère que ça répond à la question. Je pense que j'ai répondu un peu à côté, là, mais Non, je pense que c'est assez clair là. Ouais. Chez les patients polyvasculaires, il arrive parfois que certains cliniciens vont commencer d'emblée une statine sans même faire un bilan lipidique au départ. Est-ce que c'est une pratique que vous approuvez? Est-ce qu'on devrait faire un bilan lipidique d'emblée avant de
d'amorcer une statine. Qu'est-ce que vous en On pensez? devrait probablement en faire un. Il faut juste considérer que quand le patient est en état pro-inflammatoire de manière relativement prolongée, il devient plus fiable. Donc, quelqu'un se présente avec un AVC dans le dernier 1 heure, c'est probablement utile de le faire. Si ça fait 3 jours qu'il est hospitalisé à l'IT, peut-être moins. Puis si le patient est d'emblée considéré à haut risque ou en prévention secondaire, on va viser un seuil qui est stable. C'est 1,8 et moins. Donc, est-ce que la valeur initiale va nous orienter? Probablement que la raison principale que ça pourrait être utile, ce serait de trouver les gens qui ont des dyslipidémies familiales Mhm. avant de donner la statine pour diminuer leur LDL, puis être capable de le déterminer, pour, entre autres, les informer de leur risque, pour les informer du risque de leur famille, puis pour voir s'ils ne sont pas candidats à des thérapies additionnelles de manière plus facile. Là. Mais est-ce que c'est obligatoire? Probablement pas. Là. Puis, tu sais, je veux dire, les lipoprotéines vont être abaissées quand les gens sont très inflammatoires. C'est que si tu le fais après 5 jours d'un infarctus, Mhm. probablement que c'est pas vraiment fiable. À part si tu es en haut de 5, ben là, tu sais clairement qu'il est probablement très haut de base aussi. Là. Mhm. Mais donc, oui, probablement le faire pour tout le monde, mais l'utilité pour. Je devrais plutôt dire, c'est oui, le faire pour tout le monde, mais pas s'empêcher de traiter tout le monde agressivement et rapidement là, si on n'est pas capable de l'avoir rapidement, si on a un problème ou si on a peur de l'interprétation du résultat. Là. Mhm. Donc oui, on devrait le faire chez probablement tout le monde. Parfait. Là, les deux prochaines questions, c'est concernant les cibles d'LDL. Je vais commencer par le contexte de prévention secondaire. Il aurait été mentionné au fait saillant du Congrès de l'Association européenne de cardiologie que les nouvelles cibles d'LDL devraient être en bas de 1,4 ou même 1,0 pour les patients avec MCAS récidivante ou de la MCAS très haut risque. Qu'est-ce que vous pensez de ces recommandations? Je pense que c'est raisonnable. Moi, c'est ce que je fais dans ma pratique, honnêtement. Surtout, tu sais, là, je vais mentionner des choses que j'ai déjà dit, mais dans l'étude de Reduce It, on diminue les LDL jusqu'à 1,3 et moins avec les étimibes, puis il y avait une amélioration des issues cardiovasculaires. Donc, je pense que sur le compte de ça, on peut estimer que particulièrement chez les patients que vous mentionnez, là, récidivants, polyvasculaires, il y a probablement un gain à avoir. Euh, Puis il faut aussi garder en tête que les LDL, il n'y a pas eu d'évidence franche là, que diminuer les LDL à des valeurs infraphysiologiques, là, 1 et moins de 1 par exemple, menait à quelconque problématique qui était extrinsèque aux effets secondaires de la médication qu'on prend. Et l'exposition à des LDL extrêmement bas, surtout dans des études, entre autres certaines qui ont été faites au Québec, là, avec des patients qui avaient des maladies, des mutations génétiques hypolipémiantes, entre autres des knockouts des PCSK9, qui avaient des LDL de manière constitutionnelle extrêmement basse. Là. Ces patients-là n'avaient pas de problématique de santé, puis ils ont eu tous des work-ups incroyables au niveau vasculaire, puis ces gens-là n'étaient pas bouchés du tout, même à des âges vénérables. Là. Alors, moi, je pense que c'est quand même une attitude intéressante à prendre, surtout quand on considère essayer d'arriver à des cibles telles que mentionnées par vous, avec des molécules qui sont de toute façon remboursées, peu importe la valeur de LDL, on parle des étimibes ou de statines. C'est sûr que si on veut donner des médicaments un petit peu plus difficiles de remboursement, ça va peut-être être plus difficile de justifier, mais ça peut être quand même justifiable dans des circonstances avec des patients qu'on considère à très haut risque cardiovasculaire, clairement. Parfait, merci beaucoup. Par rapport à la prévention primaire, pourriez-vous un peu commenter sur les cibles d'LDL en prévention primaire? C'est-à-dire, prenons l'exemple d'une dame de 60 ans avec un score de Framingham relativement bas, des LDL à 5. Quelle cible d'LDL vous viserez chez cette patiente-là? Ben, si cette patiente-là a un LDL à 5 et plus et qu'elle est à bas risque calculé, on devrait, ce qui est recommandé, là pour les ApoB, l'HDL, non HDL, je me rappelle plus par cœur, là, mais pour les LDL, c'est une diminution de 50% ou en descendant en dessous de 2,5. Excellent. Parce qu'il est considéré quand même comme étant une potentielle dyslipidémie familiale hétérozygote. Cette patiente-là devrait probablement avoir un questionnaire important au niveau des antécédents familiaux. Elle devrait potentiellement aussi avoir un dépistage génétique si elle est intéressée, entre autres, si elle a des enfants ou de la famille qui est intéressée d'être au courant. Ou des trouvailles à l'examen physique qui font passer à une dyslipidémie familiale, et elle devrait être traitée parce que cette patiente-là est probablement à risque élevé là, de développer une maladie cardiovasculaire dans son devenir futur. Puis si cette patiente-là, ça c'est le genre d'exemple où, mettons, cette patiente-là, si elle ne désirait pas prendre de médicaments, je pourrais lui proposer de faire des marqueurs additionnels pour rajouter des arguments à la discussion, là. Si elle est intéressée, bien sûr. Mais c'est, par exemple, faire un coroscan à ce patient-là, là, Mhm. par exemple. Puis,
Pourriez-vous faire la distinction entre la CRP standard qu'on demande de façon routinière à l'hôpital et la CRP haute sensibilité? C'est quoi la différence? Encore une fois, je ne suis pas biochimiste, mais c'est la même molécule qu'on mesure, c'est juste la technique qui est à haute sensibilité dans la HSCRP. Donc, ça permet juste d'avoir une évaluation un petit peu plus précise de la valeur exacte de la CRP. C'est comme ça que je le comprends. Puis c'est intéressant parce que, tu sais, des CRP qui montent en haut, mettons, de 5 ou de même à 10, là, on va commencer à se poser des questions sur un état pro-inflammatoire du patient. Des fois, ça peut être juste un syndrome métabolique. Là. Mais quand on parle vraiment de risque cardiovasculaire indépendant des lipoprotéines, c'est même des élévations marginales chroniques de l'inflammation sans que je sois au courant si c'est causal ou un effet de quelque chose d'autre, semblerait vraiment être associé là, à une augmentation du risque cardiovasculaire. Là, après ça, comme j'ai dit un peu plus tôt, est-ce que des interventions basées sur le dosage de la HSCRP mènent vraiment à une diminution des événements qui est cliniquement significatif? Ça, c'est à voir avec entre le clinicien et son patient. Là. Comme j'ai dit, quand on a juste ça pour s'influencer pour traiter quelqu'un en prévention primaire, les numbers needed to treat sont quand même élevés là, pour sauver des événements. Là. Quand on considère qu'une statine, mettons, ça, je parle pas dans la vraie vie, là, mais dans les études randomisées contrôlées, le supplément d'effets secondaires avec l'utilisation d'une statine versus un placebo, c'est quand même 0,5 à 1%. Fait que si tu sauves moins qu'à 1% d'événements, ben, tu t'exposes à avoir plus de chances d'avoir un effet secondaire que de te sauver un événement. C'est sûr qu'un infarctus ou un AVC, c'est peut-être pire qu'avoir un effet secondaire d'une statine, mais c'est quand même à garder en tête quand on discute avec le patient de voir est-ce qu'il veut être investigué davantage, stratifié davantage, et est-ce qu'il voudrait un traitement si on avait une stratification qui démontrait un risque un peu plus haut, là? Puis, mis à part les effets secondaires des statines, est-ce qu'il y a un risque de trop abaisser les LDL à votre connaissance? Non. Non, il n'y a pas de... Ben, tu sais, je veux dire, il y a eu beaucoup d'études qui ont démontré... là, on parle juste des LDL, parce que là, on parle pas des effets secondaires de la molécule, là. Ça, c'est une toute autre chose. Mais au niveau, juste quand on parle de voir, est-ce que quand les LDL diminuent juste les LDL, ils semblent pas vraiment avoir de données significatives là, sur les atteintes organiques à long terme, là, vraiment. Là. La preuve, c'est les patients, justement, comme je disais, qui ont des LDL constitutionnellement très bas, là, s'en portent très bien et même ont une santé cardiovasculaire assez bonne. Là. Admettons qu'on commence un traitement pour un patient, qu'on atteint sa cible. Excusez-moi? Son seuil. Son seuil, désolé. Qu'on atteint son seuil, est-ce qu'il y a lieu de répéter le dosage du bilan lipidique plus tard dans le temps? Est-ce que, juste pour s'assurer que les LDL ne remontent pas, par exemple? Ouais. C'est une bonne question. Moi, je dirais que c'est possiblement plus intéressant si on a de la place pour augmenter la thérapie, puisque, tu sais, comme je l'ai dit, quand on débute un traitement, on devrait donner la dose maximale tolérée d'une statine haute en intensité. Fait que si on est déjà à max traitement, en prévention primaire, par exemple, même si c'est trop haut, ben, puis qu'on est sûr qu'on a atteint son seuil, est-ce qu'il va nous rester autre chose à mettre? Si on a de la place pour de l'ezétrol, pourquoi pas? Des séquestrants d'acide biliaire, bon, pourquoi pas si on désire l'utiliser? Mais sinon, les autres, parce que si on voulait vraiment clarifier si le patient demeure avec un risque résiduel additionnel, là, oui, répéter les bilans lipidiques, mais peut-être aussi penser à d'évaluer d'autres marqueurs, par contre, être s'assurer que la probée est à cible, tu sais. Je pense entre autres à des gens, comme on a mentionné plus tôt, qui récidivent des événements malgré qu'on pensait qu'ils étaient bien traités, tu sais. Vérifier ça peut être intéressant. Mais sinon, est-ce que dans les guides de pratique, c'est clairement pas mentionné la fréquence du dosage et de l'hypoprotéine dans des circonstances où on est déjà traité à cible. C'est pas mentionné. Moi, je vous dirais qu'en pratique clinique, moi, je le fais, mais c'est pas chaque année. Là. Quand on est déjà à cible et qu'on a déjà les traitements maximaux, pas vraiment. Là. Vous avez parlé beaucoup du Coroscan. Dans l'éventualité où un scan thoracique standard soit demandé pour, disons, le dépistage du cancer du poumon et que des calcifications coronariennes soient notées, c'est souvent quelque chose que les radiologues vont nous dicter. Quelle est votre prise en charge? Est-ce que vous avez tendance à demander un Coroscan, de commencer une statine d'emblée? Comment approchez-vous cette situation clinique? Je vous dirais que j'envoie des scans avec ces mentions-là. C'est intéressant. Les radiologistes sont comme sensibilisés à cette chose-là. Par contre, il faut vraiment se dire que le Coroscan, c'est un scan qui a un protocole particulier puis qui a besoin d'une certaine expertise pour son interprétation.
Donc, est-ce que je laisse ce genre de rapport-là influencer directement ma prise en charge? Je vous dirais que pas directement. Ça va me porter à investiguer, de questionner, examiner, investiguer davantage les patients pour des facteurs de risque cardiovasculaire, m'assurer que leur dépistage standard est à jour. S'ils sont à risque intermédiaire, peut-être à discuter avec le patient qu'on a ces trouvailles radiologiques-là sans que ça soit formellement étudié. Mais je vous dirais, c'est sûr que ça me met la puce à l'oreille, mais est-ce que j'influence directement ma prise en charge juste sur ça? Non. Puis est-ce que j'envoie ces gens-là encore au scan? Pas nécessairement s'ils n'ont pas une indication de le faire formellement. Là. Si je fais pas mon algorithme puis que j'arrive pas à l'endroit où ben là, je ferai un corps scan, je le fais pas nécessairement d'emblée. Je pense pas que c'est nécessairement utile. Puis souvent, ces patients honnêtement que je vois avec des scores calciques, des scores calciques, souvent ils vont dire score calcique estimé ou score calcique subjectif ou des affaires de même là, élevés. Souvent, ces gens-là ont déjà plein de facteurs de risque qui sont à risque. D'où la raison que leurs coronaires sont tellement calcifiés que même sur un scan non dédié, avec un œil non expérimenté, ils sont impressionnés par les coronaires. Là, mais c'est intéressant parce que maintenant, ils les regardent, parce qu'avant, je pense que c'était moins c'était même pas décrit là, dans les résultats scanners, là, avant que ces études-là étaient sorties. Là. Si je vois ça, je suis passé à 32 ans, là, mettons que là, je vais m'inquiéter, là. Mais la majorité du temps, je suis pas nécessairement surpris de voir ça là, chez les patients que je sais qui c'est décrit. Là. On a peut-être le temps pour une dernière question. Admettons un patient qui fait un infarctus, mais que spontanément, il a des LDL à 1,8. Est-ce qu'il y aurait une indication d'administrer une statine? C'est ma première diapo, c'est pathologie qui nécessite la considération d'une statine, peu importe la valeur de LDL. Mais pas d'autre chose après, là, tu sais. Parce que, tu sais, oui, il y a un LDL bas. Premièrement, s'il y a un LDL bas comme ça, c'est peut-être que le bilan lipidique a été fait 3 jours après l'infarctus puis il est inflammé. Mais sinon aussi, c'est clairement son LDL à lui est probablement trop élevé, là. Parce qu'il a quand même fait des plaques athéromateuses qui ont cassé puis qui ont mené à un infarctus. À moins que ce soit un infarctus non athérosclérotique, là, c'est autre chose. Là. Si c'est une section coronarienne ou autre chose, là, c'est pas pareil. Là. Mais si c'est une plaque athérosclérotique qui a rupturé, clairement, selon moi, le patient bénéficie de la thérapie. Là. Tout à fait.